Arafat n'a jamais abandonné la voie de la violence. Il avait signé les accords d'Oslo de mauvaise foi et par manque d'autres choix. Donc c'était sa stratégie dès le début. Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov et Gmar Khatima Tova. Khatima Tova. Merci d'être avec nous. Cette semaine est une semaine marquante, on va dire, parce qu'elle marque le 20e anniversaire, un anniversaire particulièrement triste et douloureux de la seconde intifada, du déclenchement de la seconde intifada. Je voudrais que l'on se projette en arrière, que l'on revienne un peu en arrière sur les circonstances de ce déclenchement de cette seconde intifada. On le sait aujourd'hui, Yasser Arafat avait une dose de responsabilité. Il était, on va dire, le chef d'orchestre de cette seconde intifada, mais s'il était possible de revenir peut-être un petit peu en arrière, plus en arrière, à votre avis, qu'est-ce qui a poussé Arafat à s'engager alors que quelques mois auparavant, il était à Camp David avec Ehud Barak il avait la possibilité d'accepter 95% de la Judée et de la Samarie. Pourquoi il est allé sur la voie de la violence ? Arafat n'a jamais abandonné la voie de la violence. Il avait signé les accords d'Oslo de mauvaise foi et par manque d'autres choix. Je vous rappelle que peu après avoir signé les accords d'Oslo, il avait été enregistré sans le savoir dans une mosquée de Johannesburg au mois de juin 1994, dans lequel il avait comparé les accords d'Oslo aux accords de Hudaybiyah signés entre le prophète Mohammed et la tribu Quraysh, c'est-à-dire un accord signé en position de faiblesse destiné à être violé pour tuer ses ennemis lorsqu'on se renforce. Donc c'était sa stratégie dès le début, et cela s'accordait avec le plan des étapes adopté par l'OLP en 1974 au Caire, qui consistait à accepter l'établissement d'une autorité palestinienne en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza pour, je cite, libérer toute la Palestine de l'intérieur, selon la stratégie du cheval de Troie. Cette image du cheval de Troie avait d'ailleurs été utilisée par Faisal Husseini peu avant sa mort en 2001, lorsqu'il avait dit de façon explicite que pour l'OLP, les accords d'Oslo étaient un cheval de Troie. Donc, lorsque Arafat a déclenché sa guerre, il n'a fait que mettre en place la stratégie qui était la sienne. Pourquoi a-t-il signé les accords d'Oslo en 1993 ? Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Après avoir soutenu Saddam Hussein dans la guerre du Golfe en 1991, il avait perdu le financement de l'Arabie saoudite et des Émirats du Golfe. Il avait été rayé de la carte diplomatiquement par les États-Unis alors que l'administration Reagan avait engagé un dialogue avec lui. Et donc, il était en banqueroute, il était isolé, et Israël lui a proposé à l'époque de signer un acte de reddition, mais il n'avait aucune intention de capituler. Alors, il y a aussi, peut-être certains experts affirment qu'il y a eu une démarche qui a aussi poussé Arafat à aller sur la voie à revenir sur la voie de la violence. C'est ce qui s'est passé avec le retrait israélien du Sud-Liban quelques mois auparavant, avant l'intifada, et un discours qui peut-être aurait marqué Yasser Arafat, celui de Hassan Nasrallah, ce fameux discours sur la société israélienne, qui est une société israélienne faible comme une toile d'araignée. Est-ce que vous pensez que ça a eu aussi un impact sur Yasser Arafat, qui pensait pouvoir courber l'échine de la société israélienne à ce moment-là ? C'est très clair, et on le sait objectivement, puisque Arafat lui-même l'a dit. Il a dit à la conférence de Camp David en juillet 2000, qui s'est tenue donc 2 mois après le retrait unilatéral israélien du Sud-Liban, lui-même a dit pourquoi voulez-vous, et il l'a dit pendant les négociations à Clinton, à Madeleine Albright, mais également à Ehud Barak. Il disait à l'époque à Camp David, pourquoi voulez-vous que je négocie alors que le Hezbollah, en disant que les Hezbollah, ce sont mes étudiants à moi, ils vous ont expulsé du Sud-Liban sans négociation. Donc, pourquoi voulez-vous que je négocie ? Je ferai la même chose. C'est pas du tout une théorie du complot. Ce sont des choses que Arafat a dites en disant, eh bien, si j'utilise la méthode du Hezbollah, j'obtiendrai beaucoup plus qu'en négociant. Et effectivement, Arafat était convaincu que la société israélienne n'avait pas la détermination et la force de résistance, étant une société occidentale d'aisance matérielle. Et c'est là évidemment où il s'est trompé lorsqu'il s'est aperçu qu'après avoir lancé sa guerre,
en automne 2000, eh bien, les Israéliens se sont soudés pour reprendre le contrôle d'une partie des territoires qui avaient été transférés à l'autorité palestinienne, à l'OLP, pendant les accords d'Oslo. Et là aussi, Arafat s'était trompé dans sa lecture, effectivement, de la société israélienne. Lorsque vous parlez maintenant du rassemblement de la société israélienne, cela s'est fait, on va dire, sous le règne d'Ariel Sharon. C'est lui qui, avec un gouvernement d'union nationale, a d'une certaine manière réussi à rassembler cette société israélienne. Est-ce que l'on peut dire que Sharon est celui qui a permis à l'État d'Israël de sortir de cette période extrêmement douloureuse ? Je pense que Ariel Sharon avait effectivement parcouru un long chemin depuis les jours de la guerre du Liban et de Sabra et Shatila, où il avait été mis au banc d'une grande partie de la société israélienne. Et c'est quand même une ironie de l'histoire que la personne qui a finalement ramené Sharon sur le front de l'histoire, qui l'a sauvé politiquement, c'est Yasser Arafat. Sans Arafat, Sharon n'aurait jamais fait de comeback politique. De même qu'Arafat était terminé politiquement et financièrement après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, eh bien Sharon était terminé politiquement après la guerre du Liban et Sabra et Shatila. Et lorsque Netanyahou avait poussé à ce que Sharon soit élu à la tête du Likoud après son échec sa démission en 99, c'était parce qu'il était persuadé que Sharon était inéligible. Et d'une certaine manière, Sharon doit son comeback politique et sa survie politique à son ennemi juré Yasser Arafat, parce que c'est Arafat qui a finalement, en rejetant la proposition de paix de Camp David et en lançant sa guerre terroriste, sa guerre de guérilla contre les civils israéliens, eh bien, a permis à Sharon de gagner les élections contre Ehud Barak en 2001 et a soudé la société israélienne pour faire face à cette guerre terroriste, à cette guerre de guérilla. Et oui, Sharon, d'une certaine manière, a beaucoup changé également avec le temps. Et je pense qu'il était devenu une figure beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus réfléchie. Et c'est effectivement un des paradoxes de l'histoire, que c'est derrière cette figure qui était tellement divisive dans le passé que les Israéliens se sont réunis, ressoudés, pour mener le combat contre Arafat et le Hamas. Alors maintenant, et il est difficile bien entendu de résumer cette période extrêmement douloureuse, extrêmement marquante de l'histoire d'Israël en quelques instants, mais la question qui est importante, c'est est-ce que vous pensez, vous, que une intifada de l'amplitude de celle que l'on a vécue à l'époque, elle est possible aujourd'hui, par exemple, face à la colère de l'autorité palestinienne qui se sent abandonnée par les pays du Golfe. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé en 2000 peut se reproduire aujourd'hui ou non ? Non. Et la raison est la suivante. En 2000, il y avait un leader, Arafat, qui était quand même considéré comme un leader historique par une grande partie de la population arabe palestinienne, qui avait préparé sa stratégie depuis de nombreuses années et qui avait à l'époque le soutien d'une grande partie de la communauté internationale, dont, il faut bien le dire, la France, sous la figure de Jacques Chirac, qui était à 100% derrière Arafat, en dépit du fait qu'Arafat avait rejeté la proposition de Camp David. Et Chirac avait d'ailleurs encouragé Arafat à rejeter l'accord de compromis qui avait été négocié par la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright à Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte complètement différent. Il n'y a pas aujourd'hui, je veux dire, après 20 ans plus tard, la population arabe palestinienne comprend très bien que ce fantasme d'Arafat de libérer la Palestine, de jeter les Juifs à la mer, c'est complètement irréaliste, que cette stratégie a échoué. 20 ans plus tard, l'autorité palestinienne est complètement isolée internationalement. Israël a des accords de paix maintenant et des accords de normalisation avec de nouveaux pays arabes. Donc le contexte international aujourd'hui a complètement changé. Et je pense tout simplement qu'aujourd'hui, à la tête de l'autorité palestinienne, il y a le successeur d'Arafat, Mahmoud Abbas, qui est vieillissant, qui tient bon an, mal an une autorité palestinienne chancelante grâce au soutien financier de donneurs internationaux, qui est très impopulaire. Et puis il y a l'alternative du Hamas qui a complètement échoué également dans la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans le même contexte. Et il n'est pas impossible que justement, du fait de cette faiblesse politique
des Arabes palestiniens, il ne soit pas impossible justement aujourd'hui d'arriver à un accord qui, lui, contrairement à l'accord du Cheval de Troie de 1993, pourrait gérer les relations qui ne sont pas véritablement des relations de paix, mais gérer les relations de façon plus optimale entre Israéliens et Palestiniens. Eh bien, docteur Emmanuel Navon, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour résumer avec nous en quelques instants, on va dire, ce triste anniversaire du 20e anniversaire de déclenchement de l'intifada, de la seconde intifada. Bonne journée, bonne santé, à bientôt. Merci. Bonne journée, à très bientôt. Voilà, il est 8h54 sur Studio Qualita. Nous allons marquer une pause avant de retrouver dans quelques instants Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire, pour clôturer cette heure d'actualité sur Studio Qualita.